Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. On commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 29 dans la peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement en recherche de fort vente. Comme tous les lundis, je vous présente tous les gagnants des tirages au sort d'hier soir en live sur Twitch et vous pourrez également retrouver le lien de la rediffusion dans le commentaire épinglé. Le premier gagnant a été Totoum, Jean-Philippe Rossi, Moïd, Monsieur Rabi, Neo Magic, Lomiro, Bitcoin, Nicolas Despas, NG Crypto, Nofomo, Amaury Baudouin et Totoum. GG à tous nos nouveaux gagnants. Et si toi aussi tu veux participer, n'oublie pas de laisser un petit commentaire sous les Zap Crypto. Allez, je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Et donc pour terminer cette émission succinctement, deux citations pour réfléchir. Donc Milton Friedman qui est très connu, c'est l'inflation est la seule forme d'imposition qui peut être imposée sans législation. Donc en fait quand l'État vous taxe, il y a deux formes de taxation. Donc soit c'est les impôts, soit c'est l'impression monétaire, et la plupart des pays le taux d'imposition est déjà très élevé, et puis si le taux monte, tout le monde se rebelle. Par contre si c'est l'inflation, c'est la faute à Vladimir Poutine. Et deuxième citation de Coluche, il semblerait que le préservatif soit un très bon emblème politique. Il jugule l'inflation, il permet quand même l'expansion, il limite la surproduction et il offre une impression de sécurité satisfaisante. Voilà, bonne réflexion et bonne journée. Afin d'accompagner les initiatives sélectionnées pour son accélérateur de projet Web3 au Vietnam, BNB Chain lance un partenariat avec Amazon Web Services. Amazon contribue déjà largement à la sécurité de bon nombre de blockchains puisqu'ils détiennent pas mal de nœuds, mais là c'est encore autre chose puisque les initiatives retenues auront droit à une enveloppe de $5,000 à dépenser dans les différentes prestations d'Amazon Web Services. Les services d'Amazon, ça comprend énormément de choses, donc ça va énormément aider les initiatives. Ça comprend par exemple le stockage de bases de données, des outils d'analyse, de calcul, d'intelligence artificielle, bref en gros tout le dada des développeurs et compagnie. Parlons maintenant de Binance. Binance, en fait, on a CZ, donc le fondateur, qui a fait un tweet. Il a fait un tweet que je vais vous montrer ici. Il a dit « Je viens d'apprendre un nouveau mot, jitters ». Je connaissais pas du tout ce mot. Et il dit « Sur un exchange en particulier, parfois les trades sont bloqués, et il y a d'autres trades qui passent avant vous. » Et apparemment, c'est quelque chose qui se produit assez souvent sur cet exchange, et les traders ont inventé un terme pour ça, donc jitters. Donc c'est en fait comme si vous voulez passer un trade, il y a des gens qui essayent de profiter de l'information que vous allez passer un trade pour passer un trade avant vous, pour eux qui gagnent plus d'argent et qui puissent vous vendre par exemple vos cryptos un peu plus cher. C'est des choses qu'on voit aussi sur les exchanges décentralisés avec tout ce qui est miner extracted value dont j'ai parlé hier. Et en fait, il a dit c'est un comportement assez connu. Il a pas cité l'exchange, mais tout le monde sait qu'il y a un petit peu de tension entre FTX, plutôt entre CZ et Sam Bankman-Fried sur un certain nombre de sujets. CZ était un investisseur d'FTX, enfin Binance était un investisseur d'FTX et ils ont revendu leur part pour éviter un peu tout un conflit d'intérêts. Il y a eu CZ ils ont eu pas mal de petits clashs, on va dire, sur Twitter. Sam Bankman-Fried qui reprochait un peu à Binance de pas venir les aider pour sauver les diverses sociétés crypto comme FTX a pu le faire. Il a pas non plus cité Binance directement. Mais voilà, ça fait quelque temps qu'ils sont en train de se chercher et là la communauté crypto a clairement dit que c'est clairement une attaque vers FTX et que c'est FTX qui met en place ces tactiques de trading qui sont pas très saines, on va dire. Et Sam Bankman-Fried a répondu en fait. Il a répondu en disant je pense pas que ça nous est destiné. Nous notre order book il est vraiment il y a pas de changement de priorité en fonction des utilisateurs, etc. Donc on n'est pas concerné. Donc voilà, écoutez, c'est difficile maintenant de savoir est-ce que c'est effectivement est-ce que FTX a cette problématique là ou pas. Je suis preneur de vos avis en commentaire. Est-ce que si vous avez déjà tradé sur FTX, est-ce que vous avez déjà constater ce type de choses, vos ordres qui sont bloqués pendant quelques secondes, quelques minutes, le temps que d'autres ordres passent avant vous, alors que vous étiez censé passer en premier, ce qui vous fait perdre potentiellement de l'argent. Comme j'en parle beaucoup, attention, The Merge est une phase très importante parce qu'au niveau, on va passer du Proof of Work au Proof of Stake. Maintenant, attention, ça va pas réduire les frais de gaz, même le nombre de transactions va pas être exceptionnel, faut pas oublier qu'il y a une roadmap. Et Ethereum a encore beaucoup de mises à jour avant d'arriver dans sa vision finale, dans sa version finale. Et ce qui est super intéressant avec ça, c'est que j'ai lu des articles aussi sur
The Merge. Et il semblerait qu'Ethereum compte énormément sur les solutions de Layer 2, justement pour venir pallier ce problème de frais de gaz. Donc ça met encore plus en lumière des projets comme Loopring, comme Polygon Matic. Messari, Ethereum, alors pas si décentralisé qu'on le pense. Ça, c'est une enquête de Messari qui a été faite. Vous lisez ça si vous voulez. C'est Quant Tribune qui nous a qui nous a rappelé ça, tout au moins qui nous l'a dit. Donc ça, c'est bien. On lit cet article. Tout le monde est en train de parler effectivement d'Ethereum, de ce qui va se passer, hein, effectivement. Mais bon, Ethereum, on parle de Solana aussi là, hein, dans le même bain qu'Ethereum. C'est sûr que tout n'est pas décentralisé comme on aimerait l'avoir, mais si on faisait que du décentralisé, peut-être que l'écosystème n'aurait pas grossi, mes amis, hein. Donc on grossit aussi grâce à ça, donc on ne peut pas cracher dans la soupe non plus. On va essayer d'équilibrer un petit peu tout ça, et moi j'adore la DeFi, hein. Je soutiens la DeFi à 1000%, hein, mais il y a des équilibres qui doivent se faire évidemment. Allez, on va voir comment tout ça va progresser avec le temps. Alors les Soul Bond Tokens sont tout simplement des NFT qui seront reliés à l'âme de son propriétaire, d'où le nom Soul qui est égal à l'âme en anglais. Des Soul Bond Tokens ne seront donc pas transférables ni même vendables car ils seront personnalisés au propriétaire et ils seront verrouillés sur le portefeuille. À noter que la personne ou l'entité qui aura émis ce SBT aura la possibilité à tout moment de le récupérer ou de le révoquer. Comment ça marche indirectement? Pour le moment, nous n'avons pas de détails vraiment précis sur le fonctionnement des SBT. On aura un peu plus de détails quand tout cela va sortir entre 2022 et 2023 car le créateur Vitalik Buterin de la blockchain Ethereum l'a tout juste annoncé il y a quelques semaines. Ah bah t'as Snowden, bien sûr. T'as le mec qui est mort, Schwartz, qui avait 23 ans et qui voulait rendre toutes les l'information, toutes les bibliothèques libre, accessibles à tout le monde. Voilà. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé de 2 balles dans la tête, pendu. Ouais. Oh là non mais c'est malheureux. 3 couteaux dans le dos. C'était un génie. Tu sais que c'était un des futurs génies que l'humanité portait, ce gars-là. C'était une dinguerie et le mec il est mort à 23 ans, quoi, ou 26 ans, je sais plus. Alors, on va enlever Schwartz parce que malheureusement, il est décédé et c'est très malheureux. On va prendre que Edward Snowden et Julian Assange. C'est des personnes qui ont révélé des choses totalement illégales et des pratiques, même pas douteuses, c'est des pratiques de fils de faites par le gouvernement américain. Qui est derrière eux, là? Ils doivent se cacher dans des ambassades. Est-ce que l'humanité se met derrière eux alors qu'ils ont aidé l'humanité comme Jaja? Non, l'humanité se voile la face comme tout le temps. Donc tu penses vraiment que le développeur de Tornado Cash, il y a quelqu'un qui va se mettre derrière? Bah sa femme déjà pour le moment. Oui, bah sa femme c'est normal. Heureusement qu'il a une femme quoi, parce que moi, tu peux compter que sur ta femme et tes amis proches. Et encore tes amis proches à un moment donné, ils vont abandonner le combat parce que ils auront leur vie à faire aussi, tu vois. Je peux le comprendre. Et parce qu'ils vont se mettre dans les problèmes et qu'on va les calmer vite fait. Hein. Moi, ce qui m'a choqué là quand j'ai traité la news, en gros, t'achètes une Ferrari. Elle peut aller à 350 km/h. Si tu vas à 350 km/h, tu peux mourir. Ouais. C'est pas fait pour ça parce que c'est illégal. En gros, je cartonne à 350 km/h. Je me dis non, c'est de la faute de Ferrari. Tu vois, très clairement, lui, ce qu'il a fait, il l'a pas fait pour blanchir de l'argent. Tu peux le faire. Mais vu qu'il y a des gens qui l'ont fait, ils disent tu l'as fait pour ça, c'est sûr. Et dans le doute, ça dégage, tu vois. Là, j'en ai une autre. T'achètes des couverts pour mettre la table à la maison avec des voilà, couteaux. Et tu tues quelqu'un avec un couteau. Tu tues quelqu'un avec ton couteau et puis le mec il porte plainte contre la société de couteaux parce que grâce à ça, il a pu, l'autre il est mort. Ouais, enfin, c'est les policiers qui arrivent et qui disent non, mais en fait, c'est pas le meurtrier vraiment. Le meurtrier, c'est le couteau. C'est parce que global, y a une société qui a inventé les couteaux et c'est contre eux. Qui est l'inventeur? Toi, on va te mettre en prison. C'est à cause de toi. Je te jure que c'est ça. Il y a des meurtres. Tornado Cash, c'est malheureux. Je suis totalement derrière cette personne qui malheureusement n'a rien fait d'autre que développer un code. J'ai des potes codeurs, j'ai des potes développeurs. T'arrives, tu crées de la technologie, tu fais avancer la technologie. Et ça, c'est qu'en vrai, il y a des gens qui vont avoir peur maintenant de créer des codes. Ils vont se dire, attends, je risque ça, non, c'est mort. Tu freines la capacité d'évolution de la société en ayant des affaires comme ça. Comme tu le dis, ils vont flipper, ils vont même plus se dire ah tiens, je suis en train de créer un truc nouveau qui va révolutionner le monde. Et ils vont peut-être maintenant se poser la question, je fais mais en créant ça, est-ce que la dérive de ce produit qui peut être n'importe quoi, parce que ça se trouve c'est quelque chose auquel t'as pas pensé, est-ce que je peux me faire attaquer plus tard ou me faire enfermer par le FBI parce que ces fils de ont décidé que bah non, on n'aime pas ce que t'as fait parce que bah on n'arrive pas à prendre de l'argent. C'est un exemple qu'ils en font, c'est tout. Le bâton dans les roues que ce serait pour certains développeurs qui pourraient du coup s'empêcher de créer des trucs de ouf en fait, tu vois. Malheureusement.
Moi, j'ai une question, c'est aujourd'hui, tu es quand même assez Bitcoin convaincu et j'aimerais savoir pourquoi. Moi, je fais partie des gens qui pensent que dans tout ce qu'on est en train de vivre là et dans tous nos intérêts qu'on a communs, le plus important finalement, la vraie découverte, et on peut revenir sur le fait que Bitcoin soit une découverte et pas une invention, mais ça c'est encore autre chose, c'est pas forcément la blockchain, c'est le consensus Nakamoto. C'est vraiment le problème des généraux byzantins. Comment faire fonctionner ce système-là sans confiance, en tout cas avec une confiance la plus minime possible. Et le consensus Nakamoto, pour moi, si tu veux, c'est le truc vraiment incroyable et la vraie découverte technologique. Parce qu'une blockchain, au final, bon, c'est une base de données distribuée, d'accord. Tu vois, genre c'est pas nul, c'est bien, ça marche dans plein d'applications. Mais pour moi, la petite touche en plus, c'est vraiment le consensus Nakamoto qui a fait que le problème de la double dépense est déterminé. Tous ces emmerdements là. On a eu l'avènement de la DeFi, la fameuse saison de la BSC. Moi, je suis rentré dans la DeFi avec la BSC, hein. Vraiment au tout début de PancakeSwap, etc. machin. Et en fait, si tu veux, moi, tous ces trucs-là m'intéressent. J'y trouve des trucs technologiques intéressants, mais si tu veux, pour moi, il y a un ordre préférentiel des choses intéressantes et Bitcoin est toujours au-dessus. Son secteur immobilier va connaître des secousses et la façon de gérer cette crise par le pouvoir en place va être très importante. Le secteur immobilier pèse quand même la bagatelle de 5 500 milliards de dollars et pour l'instant, on compte dans les 350 milliards de dollars de crédit en risque de défaut de paiement. Mais attention, là encore, ces défauts de paiement ne viennent pas seulement de l'incapacité à payer, mais aussi du mécontentement des ménages qui commencent à refuser de payer car leur logement n'est pas fini ou alors livré avec trop de défauts de construction. Il y a donc une réelle crise du secteur qui a du mal à digérer le changement de régime et il va falloir que les Chinois croisent les doigts pour que le pouvoir gère tout cela convenablement. Bon, de ce côté, la Chine dispose déjà de l'expérience des subprimes américains, donc ils ont toutes les cartes en main pour s'adapter. Si la Chine n'avait que ce problème, cela ne serait pas encore très inquiétant. Par contre, si on ajoute les tensions autour de Taïwan, ce n'est pas la même mayonnaise. Aujourd'hui, la Chine a le temps pour elle. Par contre, si on considère les ambitions de la Chine, pour ne pas dire de Xi Jinping, concernant Taïwan, il est à craindre qu'elle ne hâte un peu trop les choses. Il ne faudrait pas que cela devienne son talon d'Achille. Taïwan est au cœur d'un problème à plusieurs dimensions. En termes de géographie, Taïwan est une base avancée sous influence américaine. C'est presque un porte-avions naturel pour les USA en cas de conflit. Par ailleurs, Taïwan est aussi un goulot d'étranglement des économies modernes car c'est le fer de lance de la production de semi-conducteurs de haute qualité. Bloquer Taïwan, c'est bloquer l'économie mondiale de façon brutale. Ça fait quelques semaines qu'on est là en train de dire ça va plus jamais s'arrêter de monter, que finalement les banques centrales font ce qu'il faut, que c'est bien parce qu'on voit qu'on a réussi à faire baisser l'inflation. On a eu notre pic d'inflation au mois de juillet. Apparemment tout le monde est en train de se dire que c'est bon, c'est réglé, maintenant la tendance elle est prise. Alors on sait pas, ça c'est la grande question. Imaginez un rebond du pétrole en septembre et finalement on se retrouve avec une inflation à 9,5 au mois de septembre et qu'entre deux on a encore monté une fois les taux de 75 basis points. J'imagine qu'on va un tout petit peu moins rigoler. Ça tombe bien parce qu'en plus on rentre dans la saison pourrie, la saison des crashs. Tous ceux qui font de la bourse depuis plus de 30 ans, vous savez qu'en général septembre-octobre c'est de toute façon très compliqué parce qu'on se souvient comment ça a été très très moche il y a très longtemps quand on était très jeune puis qu'on n'avait pas les cheveux blancs. Donc du coup on se pose beaucoup de questions et on sent un petit peu que le ton a changé. Et là, quand vous lisez un petit peu les experts, les commentaires des analystes ce week-end, qui commencent à nous dire on est beaucoup monté, on n'a plus vraiment de jus, on arrive sur les moyennes mobiles, on n'a pas réussi à les casser, les gens sont en train de sortir de plein d'assets risqués. Alors je reviens sur les assets risqués, on sait très bien que quand ça cartonne, on achète tous les trucs un petit peu bizarres, on se dit ça va être sympa, on va gagner plein d'argent, et puis très vite surtout, on va être très très riche très très vite, et puis tout d'un coup quand ça cale, quand ça s'arrête, on se dit peut-être finalement les trucs trop risqués, j'ai pas envie de me faire la descente avec des semi-conducteurs dans le portefeuille, j'ai pas envie de me faire la descente avec des crypto-monnaies dans mon portefeuille. Et donc si vous regardez un petit peu le comportement du Bitcoin, puisqu'apparemment pour plein de monde aujourd'hui les crypto-monnaies sont devenues l'indicateur avancé du marché, à savoir quand les gens commencent à sortir du Bitcoin ou des crypto-monnaies, eh bien c'est le moment que le marché choisit pour se péter la figure, ou c'est une anticipation. Alors à notre tour maintenant, et là c'est pas très glorieux, c'est pas top. Non, parce qu'on est dans des records, mais c'est pas dans le bon sens. C'est catastrophique. En Europe, alors là, la gestion de l'inflation, prix à la production au mois de juillet, 37% de hausse. C'est la plus forte augmentation en glissement annuel depuis que l'étude des statistiques existe, c'est-à-dire 1949. Peut-être que c'est la plus forte augmentation des prix depuis l'homme de Cro-Magnon. Bon,
c'est pas impossible. Pour l'Allemagne, le problème, il n'y en a pas qu'un, le prix du pétrole est trop élevé, problème d'approvisionnement de gaz à cause de la guerre en Ukraine, et la sécheresse qui raréfie l'énergie hydroélectrique. Alors du coup, le problème de la Banque Centrale Européenne, c'est qu'elle doit gérer un peu tout ce bazar. L'inflation qui progresse, la dislocation de l'eurosystème qui fait augmenter le coût de la dette en Italie, et les économies qui sont complètement hétérogènes d'un pays de la zone euro à l'autre. Ah bah là, il y a qu'à voir hein, sur ce tableau, l'inflation, ça va du simple au double. Et d'ailleurs, en France, on est quand même les meilleurs élèves. Hein. Enfin, les moins pires en termes d'inflation. Enfin bon bref, c'est la plus basse inflation en France, 6,9%, ce qui est quand même tout de même déjà énorme. J'ai dit quoi, 6,9? Je sais pas, j'ai peut-être dit 6,9, mais c'est 6,8. En moyenne, on est à 8,9%. On était à 8,6% au mois de juin. Et il y a un an, on était à 2,2% d'inflation. Donc ça allait, oui, très vite. Et tout à droite du tableau, c'est le pire. Estonie, Lettonie, Lituanie. Et même en Espagne ou en Grèce, on dépasse les 10% d'inflation. Alors oui, la Banque Centrale Européenne est complètement en retard. Et ce, par rapport au reste du monde. On peut dire que historiquement, comme d'hab, hein, la Banque Centrale Européenne est toujours à peu près en retard pour la remontée de ses taux directeurs et donc pour lutter contre l'inflation. Preuve en est avec ce tableau. On est tout là-haut en termes de taux directeurs. Bon, il y a une petite erreur dans le tableau puisqu'on est remonté à 0,5% de taux directeur au mois de juillet avec un taux réel, si on déduit de l'inflation, à moins 8,4%. Donc pour conclure ce premier tour d'horizon macroéconomique pour cette rentrée du débrief hebdo qui est bien chargé, la lutte contre l'inflation continue, c'est peut-être intégré par les marchés, ça se calme aussi de manière générale grâce au repli des matières premières, mais on est quand même loin des objectifs. Et surtout, et je pense que c'est ça le plus important désormais, on ne sait pas jusqu'où quel sera le point bas du repli économique qu'on aura, qui est inévitable. Le Dixie, donc l'indice du dollar, et ça malheureusement j'ai pas une bonne nouvelle à vous donner puisque regardez la semaine dernière, elle est extrêmement haussière. Malheureusement, c'était juste une correction technique hein, qu'on a eu ici hein, de plusieurs semaines, mais clairement pas pour l'instant un top majeur, hein, puisque vous le voyez, on est juste venu retaguer en fait le précédent niveau de résistance qu'on avait ici sur les 105 points. Ici, voilà, on le tag et on repart, donc on est clairement dans un suivi de tendance. On est venu rechercher le EMA 21 et on semblerait venir refaire un nouveau plus haut pour cet indice qui ne veut pas s'arrêter. Alors là, on a eu un petit signal ambigu parce qu'on voyait, on a la trend depuis le début du mouvement qui était assez propre et là, on semble avoir passé en dessous, mais on semblerait maintenant aussi la récupérer. Donc attention à ce petit signal un petit peu ambigu. On a aussi la divergence, mais je pense que justement c'est la divergence qui viendra vraiment nous donner un signal beaucoup plus clair. Donc les sommets sont descendants ici, mais pourtant sur le cours ils augmentent, donc il faudra venir casser le niveau des 62 points sur le RSI pour valider une divergence baissière hebdomadaire sur le Dixie et peut-être nous permettre vraiment au Bitcoin d'enfin pouvoir lâcher un mouvement de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je m'envole peut-être un petit peu, mais plusieurs semaines de hausse et beaucoup plus puissant que ce qu'on a vu ici, hein, puisqu'on s'arrêtait quasiment aux 25 000 $, donc à surveiller, mais pour l'instant malheureusement il y a rien qui nous présage d'un top là sur le Dixie, hormis la petite divergence que je vous ai montré sur l'hebdomadaire. On va commencer avec une vision weekly de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc une bougie ultra dégueulasse hein, en weekly, c'est très significatif et c'est pas boule. Hein. Il y a peut-être des gens qui pensent que c'est boule, mais quand c'est boule, ça va vers le haut, ça va pas vers le bas. Donc là, ici, la revanche du bear market, hein, la revanche du bear qui tue, avec une engulfing bar de carrément 3 barres précédentes. Donc globalement, tous ceux qui ont acheté 3 semaines dernières sont complètement coincés. Ça pue. Je suis pas sûr que les gens qui sont sortis de leur position ici soient vraiment sortis de leur position, enfin qui sont en état de perdant, c'est-à-dire qui sont la tête sous l'eau. Je suis pas sûr qu'ils soient sortis de leur position. Peut-être qu'il y a du déni vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il va falloir aller un petit peu plus loin pour leur faire sortir de la position? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire soit liquidation, soit vente forcée sous la peur et la contrainte. Donc c'est pas vraiment une mèche, hein, c'est une vraie bougie bien costaude qui pue. Ajoutons à ça que notre asset le plus bullish du marché crypto, lui aussi s'est pris la fessée. Pareil, engulfing bar. C'est très bearish. C'est clairement. Alors, c'est très bearish. C'est un candlestick pattern bearish au niveau weekly. C'est un signal moyen terme, long terme significatif,
une engulfing bar en weekly. Ça peut se mettre dans une stratégie de trade et ceux qui attendaient la clôture aujourd'hui ont confirmation, c'est dégueulasse. Donc ici, c'est juste la différence et donc l'espacement entre les deux moyennes mobiles qui s'indiquent, d'accord ? Ici, quand c'est vert foncé, l'espacement grandit. Quand en fait on passe sur du vert plus clair, l'espacement se réduit, d'accord ? Ici, ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit. On repasse sur du vert foncé, en effet, en fait, l'espacement est plus grand. On va juste après, l'espacement est légèrement, effet d'optique on dirait pas, mais légèrement plus petit. Et donc c'est ça que ça exprime. La même chose dans l'autre configuration, on va passer sur un MACD qui s'exprime un peu mieux ici. On a également l'espacement qui grandit entre les deux moyennes mobiles, qui grandit. Une fois qu'en fait on repasse sur l'espèce de rosé rouge un peu plus pâle, eh bien c'est l'espacement qui diminue. D'accord ? Vous le voyez ici. Donc c'est la même chose. Là maintenant dans le marché bear, on est dans la configuration rouge. Les moyennes mobiles, pour le moment, continuent en fait à gagner de l'espacement. Donc, on est sur l'expression, rouge foncé. Par contre, dès qu'en fait, il passera, d'accord, avec cette moyenne mobile qui va stabiliser et diminuer cet espacement. Et donc, dès qu'en fait, on passera non plus sur du rouge très affirmé, mais plutôt sur du rouge pâle, presque du rosé, eh bien, le bear market, normalement, aura terminé son cycle également, d'accord ? Pour montrer cela, alors, est-ce que je suis sur quel graphique là ? Je vais passer sur le BLX pour avoir, en fait, l'historique le plus complet, pour pouvoir montrer, en fait, tout l'historique complet de cette affaire-là. Donc, on va ici maintenant tout simplement sur le crash de l'année 2018 qui s'étendait vers 2019. La même chose ici, on avait l'expression en monthly et puis boum, on est passé ici sur du pâle, donc du rouge pâle. C'était un crash terminé, d'accord ? Donc ici, clairement, on le voit. Ça a mis du coup un peu plus de temps, il est vrai, ça a mis 2 mois quasiment. Le bottom a été fait en décembre et en fait on a gagné et on a vu et lu finalement cette transition de moyenne mobile qui se rapproche seulement vers février. Donc il y a un moment de transition, ça ne se lit pas directement, c'est pas quelque chose qui du jour au lendemain peut être validé. Il faudra attendre également la clôture de février, mais normalement voilà, on verra ça de façon quand on sera à ce moment-là pour pouvoir voir ça. Donc ici il y a 2-3 mois de latence, par exemple en janvier de 2019 et février d'année de 2019. On peut retourner maintenant un peu plus dans le temps. On va également dans, ici, l'expression du crash de 2015 à 2016. La même chose, bottom connu juste avant. Et en fait, on fait la transition de la couleur rouge foncé à couleur claire. Seulement également 2, voire 3 mois si on compte en fait la clôture réellement de mars pour vraiment valider et dire voilà, on n'est plus sur du rouge, on est sur du vert clairement par rapport à l'espacement de nos deux moyennes mobiles. Donc ici, la même chose. Et à chaque fois, ça valide bel et bien un bottom connu. On n'a jamais fait de nouveau plus bas. On a peut-être été chercher des espèces de double bottom, mais jamais on a réécrasé le niveau précédent. Ici Northstar qui me partage une belle analyse, j'aime bien. Donc il nous a pris ça depuis 2020 à peu près, une belle arrondie comme ça qui a touché des tops. Et donc lui il voit le canal qu'on a maintenant se péter et aller chercher la zone entre les 10 000 et les 12 000 $. C'est ce qu'il nous dit ici. Et là, il nous zoome un peu là. Donc, tout simplement, alors, on n'oublie pas, ce canal montant, ça pue. Et on l'a pété, le canal montant, les amis. On l'a pété. Donc, t'as Crypto Rover qui te dit, oui, on l'a pété, mais on va s'arrêter là. Et maintenant, to the moon. Mais lorsque tu pètes un canal comme ça, montant, la plupart du temps, ça se finit mal. Regarde, il dit exactement ce que je te disais ces dernières semaines. À chaque fois qu'on a pété le canal montant et le RSI, comme on a fait ces derniers jours, on a perdu 12 000 $ à chaque fois. Donc là, on pourrait aller chercher les 12 000 $. Voilà. Donc, on fait attention. Les 12 000 $ ne sont pas à exclure. La Bitcoin dominance qui est, elle, en train de bien réagir comme on l'avais plus ou moins identifié. J'avais dit que ce niveau pouvait servir de support. Et ben là, vous voyez, 2e semaine. Alors là, on vient juste de débuter, mais on semblerait bien repartir à la hausse. Donc avec un Bitcoin qui reprend des parts de marché sur le marché crypto. Et on passe juste au niveau de Hood, et c'est là où j'ai envie d'attirer votre regard par rapport à cette plateforme. La plateforme américaine de courtage en ligne Robinhood, qui avait explosé en réalité pendant le Covid, licencie 23% de son personnel, soit 750 personnes, car l'intérêt pour les marchés des actions et des crypto-monnaies a largement décliné par rapport à l'essor observé pendant la pandémie. Et effectivement, en réalité, c'est ça notre réalité. C'est que sur Apple, sur des grosses valeurs tech, en réalité, ce sont des baleines qui se battent contre des baleines à coups d'options interposées, à coups de short interposés. Donc ça fait de la volatilité. Et sur des crypto-actifs, il n'y a plus personne. En réalité, il n'y a que nous. On est très peu. Et ça, il faut vraiment s'en rendre compte. En réalité, le gros de la masse sur les crypto-actifs n'est pas là et ne reviendra pas maintenant. Ce n'est pas vrai. Actuellement, nous sommes dans des zones de réaccumulation.
Et pour finir, je voulais vous parler des Bored Ape. Les Bored Ape, on en parle depuis quelques temps. Et ben ce projet NFT, l'un des plus gros projets NFT du monde, et bien il vient d'atteindre un plus bas au niveau de son prix plancher. Donc le prix plancher, le floor price a atteint un plus bas de plus de 8 mois. Donc on est là actuellement autour de 70 Ethers, donc ça coûte quand même toujours très cher d'acheter un Bored Ape, mais il faut savoir qu'il y a quelques temps ça valait 150 Ethers, et à l'époque où les Ethers valaient beaucoup plus. Donc ce projet est en train un peu de baisser. Il y a eu pas mal d'informations, on va dire, qui faisaient peur à tout le projet. Il y avait notamment le DAO, BenDAO, qui est en fait une solution pour emprunter de l'argent sur ces NFT, notamment sur les Bored Ape. Il y avait plein de Bored Ape qui étaient à risque de se faire liquider, et finalement c'est en partie arrivé, et BenDAO d'ailleurs ne se porte pas très bien. Ils ont des problèmes là actuellement suite à cette liquidation totale qui a eu lieu sur plein de choses. Donc voilà, les NFT c'est pas au top en ce moment. Il y a plein de projets qui ont perdu plus de 90% on va dire de leur valeur. Donc maintenant on attend de voir s'il y a un prochain bull run, est-ce que ça va arriver en même temps pour les cryptos, pour les NFT. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que pour vous les NFT c'est mort ou ça va revenir. Je pense que c'est difficile à dire honnêtement. Les NFT pour moi il y a des projets qui vont rester même dans 10 ans, dans 20 ans, mais est-ce que c'est tous les projets qui sont maintenant le top 20 qui feront le top 20 dans 20 ans? C'est compliqué à dire, et c'est pour ça moi je n'investis pas trop dans les NFT, parce que je pense que j'ai pas tout simplement le talent, je suis pas le talent pour choisir les bonnes œuvres, le talent pour choisir tout ça. Pour moi c'est plus proche de l'art, et de choisir les bonnes œuvres d'art. Qu'est-ce qu'une bonne œuvre d'art? Qu'est-ce qu'une œuvre d'art qui aura toujours de l'importance dans 20 ans? C'est compliqué, et en plus sur les NFT il y a tout l'aspect communauté en plus qui joue un rôle important. Il y a la tech aussi, mais la tech c'est vraiment minime sur l'aspect NFT. Il y a très peu de personnes qui s'intéressent à comment sont stockés les NFT. Est-ce que c'est stocké de manière décentralisée? Est-ce que c'est stocké sur la blockchain? Est-ce que c'est juste stocké sur un serveur centralisé? Limite les collectionneurs n'en ont pas grand chose à faire actuellement. Ça aura de l'importance plus tard. Il y a pas mal de projets qui ont essayé de rattraper la chose plus tard. Par exemple, les CryptoPunks, initialement, c'était pas stocké on-chain. Les images n'étaient pas stockées au sein de la blockchain Ethereum. Plus tard, Yuga Labs, c'était pas Yuga Labs à l'époque, mais les créateurs de CryptoPunks ont compris l'importance de stocker les NFT on-chain. Ils ont créé un contrat à part et stocké tous les métadatas, y compris les images des NFT CryptoPunks au sein de la blockchain Ethereum. Ça, c'est important. Ça permet d'assurer que même si les serveurs centralisés ou autres qui contiennent les images tombent, même si c'est par exemple sur IPFS, même si IPFS c'est un réseau décentralisé de stockage d'images aussi, mais ça garantit pas que les images vont rester stockées dans le temps, le fait de l'avoir on-chain est très important, mais là on va dire les collectionneurs n'en ont pas grand chose à faire de ça pour l'instant. Mais c'est pas fini, Maillard Exchange propose également des launchpads sur des projets qu'ils auront eux-mêmes validés de l'écosystème Elrond. Et le premier qui a été lancé a eu un véritable succès, c'est Cantina Royale, un play to earn très attendu. Et je te mets le trailer pour que tu vois un petit peu aussi la qualité de ce jeu. Alors voilà, comme tu vois, c'est des projets a priori de grande qualité, validés par les équipes de Maillard, et il y aura d'autres launchpads sur lesquels tu pourras participer, bien évidemment. Avant de participer à chaque launchpad, ils seront pas forcément gagnants, je te recommanderais forcément d'aller faire tes propres recherches, d'analyser la tokenomics. N'oubliez pas, les launchpads ne sont pas forcément gagnants sur le temps. Alors, Stephen, à s'associer à Atletico et à Wolfing
pour une collection de NFT exclusifs. Voilà, bon, bah, l'entreprise grossit toujours hein, dans les petites chaussures là, hein, qui marchent toutes seules. Eh bien, faut les aider un peu quand même. Eh bien, ils s'associent, donc ça va grossir. Vous suivez ça? Si je peux avoir des commentaires sur Stéphane, est-ce que il y a des gens qui connaissent bien, qui sont rentrés dedans, on a parlé de tout sur eux, hein, on a parlé de tout, hein, du bien, du mauvais, tout ça. Faites-moi des commentaires là-dessus. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. On a Feocius qui c'est un ado. En vrai, il a 19 ans, donc maintenant on dit pré-ado, pré-ado, post-ado, post-pubère-ado, on sait plus trop où on en est, à force de mettre les gens dans des cases comme ça, mais bref. Donc lui, c'est un mec de 19-20 ans, un artiste maintenant qui est très très connu sur la scène des NFT, et il a vendu du coup une de ses œuvres à 350 ETH. C'est plutôt pas mal, donc ça marche plutôt pas mal pour lui. Donc voilà, on voit que même si on a beau dire que c'est compliqué en ce moment, même si des Bored Ape, voilà, le floor price a baissé, ça reste des sommes astronomiques. Il y a encore pas mal de collections qui marchent. C'est juste que voilà, ça filtre de plus en plus. Ça, c'est le site du coup de l'artiste Feocius pour ceux qui veulent voir. C'est très bien fait. Hein, il y a pas mal de choses et tout. Il fait des œuvres régulièrement. Enfin voilà, c'est des gros artistes bien implantés et en général qui font du coup des bonnes collections. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.